Les archives du paranormal. Oserez-vous les ouvrir avec nous sur BTLV? Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode des archives du paranormal. Ce soir, en direct, nous vous invitons à explorer des mystères qui défient la raison, des phénomènes inexpliqués qui fascinent autant qu'ils interrogent. Entre légendes, enquêtes et faits troublants, nous allons plonger dans l'inconnu avec deux experts, bien sûr. David Gallet, qui est réalisateur, enquêteur et passionné par ces énigmes, et puis Jocelyn F. Keller, que vous connaissez, bien sûr, deux garçons que vous avez l'habitude de retrouver sur BTLV. Salut David. Salut Bob. Ça va? Bah oui, ça va impeccable, et puis très heureux d'être là pour vous narrer en quelque sorte des histoires extraordinaires. C'est le 6e épisode quand même, les garçons, déjà des archives, donc c'est fabuleux. C'est vrai que vous êtes friand de ces archives du paranormal que l'on anime également avec Jocelyn F. Keller. Bon Jocelyn, ravi de te retrouver. On aura l'occasion aussi dès la semaine prochaine d'être tous les deux avec Mathias pour un spécial Amityville. Oui. Donc on aura l'occasion bien sûr d'en reparler. 50 ans de cette affaire. Ah oui, ça c'est grosse affaire. Et on parlera bien sûr des époux Warren et de d'Iféo et de tout ce qui entoure ce mystère d'Amityville. Donc en direct mercredi prochain dès 19h. Avant toute chose, je vous rappelle qu'il faut cliquer sur la cloche ici. Voilà, en haut à droite de votre écran pour être alerté de tous les lives BTLV et ne rien louper. Et je le rappelle encore une fois, beaucoup me disent « mais je ne comprends pas, j'ai appuyé sur la cloche, on ne reçoit pas les notifications ». Il faut les autoriser sur votre téléphone. Alors, les garçons, on va évoquer bien sûr ces archives. Et à ce propos d'archives, je rappelle qu'en poche, depuis le 11 novembre dernier, vous pouvez trouver, c'est à glisser sous le sapin, les mystérieuses archives, David Gallet. C'est un peu l'aboutissement, c'est le Graal, le livre de poche, monsieur Gallet. Oui, ça veut dire que ça s'est bien vendu avant déjà. Ouais, c'est ça. C'est pas si mal que ça. Puis là, c'est 7,90 €. Autant vous dire que si vous voulez faire un cadeau de Noël sympathique et pas cher, il n'y a pas de problème. Et puis c'est effectivement, moi ça a été un plaisir de fouiller dans les archives et de retrouver des histoires complètement dingues. On va en avoir quelques-unes là, mais c'est des histoires, on a du mal à y croire, on est obligé d'enquêter et puis d'essayer de recouper les informations. Et puis de temps en temps, ça se recoupe et on se dit mais c'est dingue ce qu'ils ont pu voir. Alors quand je dis le passé, c'est pas forcément à l'époque romaine, mais principalement à partir du 19e siècle, quoi. Alors, ce soir, bien sûr, on va parler de paranormal, et il adore le paranormal, il le révèle souvent sur BTLV. C'est Jocelyn F. Keller qui, lui aussi, est dans l'actualité avec Bateau Fantôme. Oui, qui est sorti il y a presque 2 mois, maintenant. Et en fait, dans l'émission précédente, Les Archives du Paranormal numéro 5, j'avais raconté une histoire de Bateau Fantôme, le Zébrina, alors qui n'est pas dans le livre. Dans le livre, il y a une trentaine d'autres histoires, voilà, ça commence au Hollandais volant, et puis ça se finit avec des cargos il y a quelques années. Ça montre que le monde des bateaux fantômes, c'est pas un monde ancien, c'est un monde encore très récent. Et alors avec des histoires mais absolument incroyables. Vous serez surpris bien sûr à la lecture de cet ouvrage. On en a fait une belle émission, une spéciale d'ailleurs, avec Mathias. On était tous les trois et c'est vrai que c'était assez agréable. Je voudrais accueillir tous ceux qui sont déjà sur les réseaux sociaux. Merci d'être là, partagez, je le répète souvent. Vous me reprochez de ne pas souvent répondre en direct, mais je n'ai pas 15 bras et surtout j'ai qu'un cerveau et il chauffe. Donc je vous réponds souvent. D'ailleurs, vous remarquez que je prends tous les lives après et je réponds à quasiment tout le monde dans les commentaires, quel que soit le biais par lequel vous êtes venu nous regarder, que ce soit Facebook, Twitch ou encore YouTube. Alors on va commencer très fort, mon David, avec une histoire. La rencontre de Cusack. Ouais. C'est une histoire d'ovni pour faire ça. Je voulais juste faire une parenthèse parmi tous ceux qui sont en train de commenter. Il y a Cruchot, à qui je voulais faire un petit coucou, qui est absolument fan de toi. Cruchot, comme c'est parce que c'est un gendarme à la retraite et qu'on l'a surnommé Cruchot pour déconner. Mais et il est fan de BTLV. Il est absolument fan de BTLV. Il m'a dit la prochaine fois que tu le vois, la prochaine fois que tu es dans une émission, tu le salues et tu me fais un petit coucou si tu peux. Bon ben voilà. Et ben voilà, Cruchot, pas de problème. Alors, surtout avec un tel surnom. Moi qui suis fan de finesse, si tu veux, on peut pas faire mieux. Alors, on va parler effectivement d'un cas d'ovni qui est assez extraordinaire, qui s'appelle la rencontre de Cusack. Alors ça fait partie des fameux cas les plus célèbres, on va dire, de l'ufologie, c'est-à-dire le cas de Valençol, par exemple, cette histoire d'ovni qui avait atterri dans un champ de lavande. La rencontre de Cusack, ça se passe en 1967. Faut imaginer, on est une belle journée, plutôt une belle matinée d'ailleurs, d'août 1967. On est à Cussac. Alors Cussac, c'est dans le Cantal, donc en Auvergne. Et il y a 2 enfants. Il y a François qui a 13 ans et il y a sa sœur Anne-Marie qui a 9 ans. Et eux, ils gardent le troupeau familial. Donc c'est un troupeau de vaches, hein, je précise au passage.
Et puis, bon, ils s'ennuient un petit peu. Ils ont un chien qu'ils appellent Médor, d'ailleurs. Original. C'est original, ouais. Original. Ça, le Médor, il y en a eu. C'est clair. Et puis, ils sont assis comme ça dans l'herbe, pas loin d'une haie, et ils jouent aux cartes. Et il est 10h30 du matin, et là, le chien se met à aboyer. En général, quand ils voient le chien qui se met à aboyer, les enfants savent que il y a un problème avec les vaches, et effectivement, il y a un problème avec les vaches, parce qu'elles sont en train de se barrer à peu près un peu partout, et surtout d'aller dans le champ du voisin. Donc ça pose un petit problème. Donc le comportement agité du chien et des vaches, ça les intrigue un petit peu. Et là, ils s'approchent et là, ils voient quelque chose d'extraordinaire. Là, il y a la petite, donc Anne-Marie, qui donc a 9 ans, qui crie à François. Donc, oh regarde, il y a des enfants qui sont tout noirs. Donc, ça les interpelle. Ils les regardent. Ils sont assez loin, ces petits enfants noirs. Il y en a 4 et ils sont à 80, 100 mètres, à peu de choses près d'eux, et ils se disent on va aller jouer avec, ou en tout cas on va aller à leur rencontre. Mais ils sentent quand même que c'est assez bizarre. Là, ils passent, alors il y a une sorte de petite côte, on va dire, et puis il y a une haie, et là, ils regardent un petit peu au-dessus de la haie, et là, ils voient quelque chose d'assez dingue, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de, on va dire, de sphère. Alors vous allez voir que c'est un peu compliqué cette histoire, parce qu'elle a été décrite de plusieurs manières. Mais en tout cas, à l'origine, ils décrivent quelque chose qui est une sorte de sphère. On dirait le gros boule de pétanque. Eh ben, on dirait un peu. Mais ouais, bien sûr. Celle-là, elle s'est pointée, on ne sait pas comment. En tout cas, ils regardent ce phénomène-là. La boule, en quelque sorte, brille un peu. Elle n'est pas hyper aveuglante au départ. Il y a effectivement 4 petits personnages, tout en noir. Certains, François dira qu'il y en a un qui est un petit peu comme un peu barbu. Enfin bon, ça, les détails ne sont pas très clairs. Et puis, ils tournent autour un petit peu de la sphère. Ils sont comme en train de chercher des choses. Et puis soudain, il y en a un qui s'aperçoit, un des petits êtres là noirs, qui s'aperçoit qu'ils sont observés. Hop, immédiatement, ce qui se passe, c'est que les petits bons hommes, en quelque sorte, se repartent dans la boule, mais par le haut de la boule. C'est-à-dire qu'en fait, ils foncent tête baissée directement dans la boule. Voilà. Il y a une illustration magnifique. Ils se lèvent et pouf, ils vont dans la boule. Alors, ça dure très très peu de temps, tout ça, à peu près 25 à 30 secondes. Et puis, au bout d'un moment, les 4 remontent donc dans la boule, en quelque sorte. Il y en a un, alors pendant que la boule est en train de s'élever, il y en a un qui ressort de la boule, qui donc vole quelque part, retourne chercher quelque chose qui serait tombé à terre et qui serait une sorte de miroir d'après les descriptions du petit François, et puis il repart à l'intérieur de la boule, et la boule va partir d'une manière un peu bizarre, comme en espèce de spirale, comme ça dans le ciel, avec un bruit strident. Évidemment, cet événement va les apeurer d'abord, enfin va les impressionner, puis ils seront un petit peu apeurés, ils vont aller voir leur père. Il se trouve que le père, c'est le maire du village de Cussac. Et le père, il les prend au sérieux, il les voit vraiment en pleurs, il se demande vraiment ce qu'ils ont pu voir. Il va sur le terrain, il voit qu'il y a effectivement une trace, et il y a une odeur comme de soufre. De soufre, absolument, ouais, une odeur de soufre. Et puis le père en tout cas va appeler les gendarmes, et les gendarmes vont venir sur place, alors pas venir tout de suite, mais enfin assez rapidement quand même. Et les gendarmes vont constater effectivement qu'il y a une trace circulaire au sol, à peu près 4 à 5 mètres de circonférence, et puis également cette odeur de soufre qui perdure. Donc voilà, ça c'est l'histoire de Cussac, comme on l'entend globalement à peu près partout, enfin en tout cas sur les réseaux et sur différentes affaires. Il se trouve que il y a eu plein d'enquêtes qui ont été réalisées par principalement des ufologues, des passionnés d'ovnis. Et assez rapidement, certains vont... Alors, la plupart vont dire c'est une affaire qui est extrêmement sérieuse parce qu'on pense que le témoignage des enfants est absolument sérieux. D'autre part, il y a d'autres habitants du village qui ont entendu quelque chose et qui pensent aussi qu'il s'est produit quelque chose ce jour-là. Ce qui est plus intéressant, et là, quasiment personne n'en parle, et je ne sais pas pourquoi, parce que c'est assez facile finalement de retrouver cette affaire-là. Un mois auparavant, le 17 juillet 1967, dans le Doubs, dans l'après-midi, aux environs de 15h, il y a des enfants, c'est un groupe d'enfants, alors là, ils sont 4-5, et ils vont voir dans la campagne des petits êtres noirs. Alors eux, ils disent c'est des petits Chinois tout noirs, dont on ne voit pas le visage. C'est-à-dire qu'on voit des formes noires. Ils ont des pieds un peu plus courts que la moyenne et des bras un peu plus longs que la moyenne. Et surtout, ils courent d'une manière ils diront un peu comme des adultes fous. C'est-à-dire erratique, quoi. Ah, c'est vraiment très bizarre, quoi. Et très très rapidement, quoi. Et donc vraiment, pour eux, ce ne sont pas des enfants. Ils comprennent très vite que c'est autre chose. Et puis ça va disparaître très vite. Mais là, il n'y aura pas d'ovni.
Afrique, il y aura juste ces petits enfants noirs. Ce qui est assez marrant, c'est quand on fouille dans les archives de l'INA, on retrouve ce témoignage avec ces 4 enfants, alors qu'ils sont perturbés, parce qu'évidemment, il faut imaginer qu'en 1967, quand il y avait la télé qui débarquait chez vous, c'est quand même très important. Donc on sent qu'ils sont intimidés, mais en même temps, on voit qu'il y a une gamine, par exemple, qui répond extrêmement franchement aux questions du journaliste, qui à un moment pense que c'est un peu de la déconnade, mais la petite le reprend vraiment et clairement en disant « Mais non, c'était pas du tout ça ». Donc voilà, c'est une histoire super intéressante. Le GEPAN, et avant ça, le GEPA, je crois que ça s'appelait comme ça, eh bien, ils ont fait des enquêtes. Ils en ont conclu, je cite le GEPAN, « Nous estimons que les observateurs ont assisté au départ précipité d'un véhicule habité tout à fait inconnu, aux caractéristiques et aux performances dépassant largement nos connaissances technologiques personnelles. » Mais ça aurait pas pu être un hélicoptère ? Alors voilà, ça a été dit et redit. Les enfants auraient probablement, d'après certains enquêteurs beaucoup plus sceptiques, vu un hélicoptère qui est une Alouette 2 pour être précis. Alors voilà à quoi ressemble cette Alouette 2. Bon, alors il y a plusieurs problèmes. D'abord, je pense que les enfants, même s'ils habitaient à la campagne, dans le Cantal, en 1967, avaient probablement dû entendre parler d'un hélicoptère. Or, il y avait une base aérienne qui n'était pas très loin, donc des hélicos, ils ont dû au moins en voir un dans leur vie, j'imagine. Même s'ils étaient assez jeunes, 13 ans et 9 ans. Moi, j'imagine bien qu'ils aient vu ça. En plus, ils ne parlent jamais de vent. Le principal truc de l'hélico, c'est que ça fait beaucoup de bruit, surtout les ça fait un vent de dingue. Ça fait beaucoup de vent, même si on est à 80 mètres, on le ressent, quoi. Et puis ça part pas en girouette, enfin c'est assez bizarre. De plus, ils disent aussi que quand l'objet s'est élevé, il brillait au point où le petit François, il a eu les larmes aux yeux, c'est-à-dire il était comme brûlé au niveau des yeux, et ça a duré pendant plusieurs heures. Tu me rappelles quelle heure il était à peu près? On sait à peu près 10h30. 17h. Ah oui, donc en pleine journée, quoi. Ouais, 10h30 du matin, et ce qui est impressionnant, c'est que ça a duré 25-30 secondes. Alors c'est vrai que c'est compliqué, hein. Je veux dire, quand on assiste à quelque chose de très bizarre, on a du mal à dire ça a duré tant de temps. Ouais, mais globalement, moins d'1 minute, tout ce phénomène. Et puis voilà, il fallait aussi inventer des histoires de petits êtres tout noirs, etc. Alors, c'est vrai que les sceptiques vont très vite dire, oui, mais l'hélicoptère était face au soleil, en quelque sorte, donc c'est pour ça que ça brillait un petit peu, qu'on ne voyait finalement que la cabine. Je ne sais pas si on peut revoir l'image de l'hélicoptère, mais oui, c'est une possibilité. Hein. Si le soleil était derrière cet appareil-là, si vous êtes à 100 mètres et que... On peut avoir l'impression d'une grosse sphère brillante, enfin lumineuse. Oui, mais il faudrait que ce soleil soit très bas. Derrière, tu es en contre-jour, c'est plus compliqué. Moi, je pense que si le soleil est devant, ça peut éclairer effectivement la bulle. Oui, pourquoi pas. Mais derrière, tu es en contre-jour, normalement, tu es aveuglé. Et puis les pales, je veux dire, les hélices, forcément, les hélices, c'est ce qui marche. Or, c'est ce qu'on a dit aussi pour Maurice Masse à Valençol. Hein. Le coup de l'Alouette, 2 ans avant, à Valençol, on dit aussi Maurice Masse, il a vu un hélicoptère. Et puis, c'est très sauf que Maurice Masse, il savait ce que c'était qu'un hélicoptère. Bah oui, surtout. Et ce qui est encore plus rigolo, c'est que les sceptiques vous disent, oui, mais c'était un hélicoptère parce qu'il y a une base qui est juste à côté. Or, s'il y a une base qui est juste à côté, les enfants avaient déjà vu des hélicoptères. Donc ça me paraît quand même assez bizarre. Je ne vois pas non plus l'intérêt des enfants. Il y a une chose qui est quand même particulièrement intrigante, on va dire, c'est qu'il y avait une radio, je crois que c'était à l'époque, on appelait ça Radio France, enfin une radio locale d'État, qui avait lancé un espèce de concours pour rigoler, en disant, voilà, si vous voyez un ovni ou quelque chose comme ça, vous nous le dites et c'est un concours, vous êtes récompensé. Or, moi j'ai eu beau regarder dans les archives et tout ce que, j'ai pas trouvé ça. Alors bon, si quelqu'un effectivement qui... J'ai entendu parler de ce concours aussi, mais j'ai jamais trouvé une trace du concours. Et puis en même temps, moi j'imagine... Enfin, si c'est à la radio, c'est compliqué à trouver peut-être, mais... Oui, puis un concours comme ça, enfin je veux dire, il faut imaginer que les gens vont raconter absolument tout et n'importe quoi pour gagner. Donc ça me paraît totalement absurde. Je sais pas qui a eu l'idée de lancer ce concours, s'il a été réel, mais à mon avis, c'est le plus débile des concours. Oui, mais alors tu connais les médias, c'est-à-dire qu'à un moment donné, donc on peut faire le buzz et que si on peut faire quelque chose, voilà. Il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Il y a autre chose aussi. Donc, alors à titre personnel, je pense que cette affaire est quand même intéressante. Ne serait-ce que de la lier avec le cas de la même année, hein, donc de juillet 67, du côté du Doubs, c'est intéressant. Et puis si on regarde aussi l'histoire de l'Auvergne, il y a eu pas mal d'histoires d'OVNI en réalité. Hein. Il y a un témoignage qui est probablement l'un des plus anciens témoignages qui existent en France sur les OVNI. Enfin, je dis probablement parce que je sais qu'il y en a d'autres, mais qui datent plutôt de l'époque romaine, on va dire. C'était en septembre 1906, je vais faire court quand même, un type qui s'appelle Jules Bouvier, à l'époque il a 21 ans, il va rentrer chez lui et lui il emprunte un petit chemin tranquillement, il est à la Selle-sur-Gouzon précisément, il fait nuit et là soudain, pendant qu'il marche tranquillement de nuit, il voit un groupe de personnes, comme il dira, qui étaient ni jeunes ni vieux, on va dire adultes tout simplement, tous des hommes,
vêtu d'une sorte d'uniforme gris-noir un petit peu moulant comme ça. Donc faut s'imaginer l'image, le type voit comme ça cette espèce de cercle de personnages comme ça, alors évidemment pas très bien éclairé, hein, on est de nuit, il va passer à côté. Il est en gros dans un champ qui est à côté, quoi. Mais il les voit tout à fait distinctement. On souligne que ce sont des images d'illustration. Oui, absolument. Oui, c'est pas du tout les images de Paul de l'époque. Il va passer, on va dire, à une dizaine de mètres d'eux, et tous vont se retourner pour le regarder en silence. Il n'y a pas un mot. C'est quand même, faut imaginer la scène, quoi. Ça fait extrêmement bizarre. Et puis, il va parcourir encore une centaine de mètres, et là, il va être très surpris de voir passer, mais comme ça, juste au-dessus de lui, un de ces type, en quelque sorte, mais c'est un 11e ou 12e personnage qui va lui passer comme s'il volait, quoi. Il volait. Et il va dire également, il va surgir des arbres un martien volant. Ça, c'est sa déposition. Alors ça, je trouve ça toujours très onirique, très romantique, très poétique. Tu sais, les descriptions des gens, quand même, martien volant, t'imagines? Il dit ça, évidemment, après coup, en 1906, on ne parle pas de martien, c'est pas dans le vocabulaire de l'époque, mais il va être interrogé beaucoup plus tard, et il va continuer à raconter toujours, d'ailleurs, la même histoire. Et il dira, ils avaient le corps allongé, c'est celui qui passe juste au-dessus, il avait le corps allongé à l'horizontale, la tête redressée vers l'avant, c'est-à-dire qu'en fait, il regardait comme si, vous imaginez que vous êtes, comment dire, ces types qui ont comme un super-héros. Ouais, comme un super-héros. Les mecs qui font du vol comme ça, là, tu sais, de montagne. Et donc, la tête redressée vers l'avant, les jambes étaient allongées et jointes, les bras invisibles. Ils avaient dans le dos comme deux ailes immobiles et ils n'étaient pas comme les autres, dira-t-il. Il a aussi perçu un léger sifflement, ce qui était le cas aussi, ce sifflement, pas léger d'ailleurs, plutôt important, pour le cas de Cusack et pour le cas de 1967, où ils n'ont rien vu d'OVNI, on va dire, mais ils ont entendu eux aussi un sifflement. Et puis voilà, si on cherche aussi des histoires d'enfants, de petits êtres noirs comme ça, avec des visages un peu bizarres, on va dire, on en a eu pas mal en Grande-Bretagne en 70. Un peu partout dans le monde. Pardon ? Un peu partout dans le monde. Un peu partout dans le monde, absolument. D'accord. Ouais, pour résumer la situation. Je connaissais pas cette histoire de Cusack, moi. Donc, c'est un grand cas, c'est un des plus grands cas d'ufologie en France. D'accord. Bah, écoutez, en tout cas, j'ai été ravi de vous le faire découvrir. On le raconte moins que Valençol. Ouais, moi je connaissais Valençol, la Marante, tout ça, machin, mais voilà. Il suffit de taper OVNI France sur Internet. Souvent, vous avez dans images, et non pas dans les cas, mais souvent dans les images, vous avez ce qu'on a vu, c'est-à-dire cette espèce de cercle avec, je crois que ça vient d'ailleurs d'une illustration du magazine qui s'appelait Lumière dans la nuit, qui était très connu dans les années 70 par tous les passionnés d'ufologie. Et qui existe toujours, hein, Lumière dans la nuit, je rappelle, hein, c'est-à-dire ça pourrait être associé à un fanzine, si tu veux, ce magazine, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose, mais ça a été une bible, quand même, pour les ufologues. Il y avait quand même des gens très importants. Ils fonctionnent sur abonnement, en fait. C'est ça. Donc, il y a des gens qui sont toujours abonnés, ils le reçoivent. Tapez Lumière dans la nuit, et vous verrez, et on salue Jean-Louis Lagneau, qui a repris de bien belle façon cette édition. On va, dans quelques instants, évoquer une histoire. Il ne faut pas que je dise, il paraît, le nom de ce village, parce que sinon on va être maudit. Ah bon ? Ça va être... Il faut mettre du sel, de l'oignon, de l'ail, je sais pas quoi. Ça va être très difficile de parler. Du thym, du romarin. On va attendre le barbecue. Oui, c'est un village qui se trouve où ? Dans le Basilicate. En plus, Basilique. Tu vois. Basilicate, c'est une région d'Italie qui n'est pas très connue. Vous voyez, l'Italie, ça ressemble à une botte. Ouais. Et ben, c'est sous la plante des pieds de la botte. D'accord. Okay. C'est cette région-là. On va en parler dans quelques instants. Donc, bienvenue à tous. Si vous arrivez dans ces archives du paranormal, si vous nous découvrez, bien sachez que BTLV, c'est une chaîne par abonnement. Sur btlv.fr, vous avez des centaines d'heures d'émissions sur le mystère à l'expliquer avec de nombreux spécialistes, dont David et Jocelyn F. Keller. Et puis, il y a aussi des choses assez intéressantes que nous vous proposons, comme des masterclass. Regardez celle qui vous attend prochainement. Ce sera en février. Le 19 février en direct, BTLV Expert vous propose une masterclass inédite, exceptionnelle et gratuite dès 20h sur les sorties hors du corps. Avec l'expert Romain Clément, découvrez le monde de l'invisible, retrouvez vos chers disparus, conversez avec les anges, aventurez-vous aux confins de l'univers, voyagez dans le temps, captez des informations du futur et rencontrez des êtres multidimensionnels. Plongez dans une nouvelle réalité pour vivre des expériences inédites et extraordinaires. Place limitée, inscription obligatoire avec le lien dans le chat. Voilà.
Une masterclass gratuite et en direct, c'est le 19 février. Romain Clément, il y a une émission d'ailleurs qui a été postée il y a quelques semaines déjà sur btlv.fr à destination des abonnés. Voilà pourquoi vous devriez nous rejoindre. C'est hyper sympa, on s'ambiance comme des fous depuis maintenant 11 ans. Bon, on va donc, je le disais, dans ces archives du paranormal, sans transition aucune, mon Jocelyn, évoquer ce village au nom maudit. Est-ce que tu oses dire le nom? Oui, voilà. Parce que moi je vais le dire une fois, mais après j'essaierai de... C'est le village de Colobraro. Exactement. C'est ça. Exactement. Ça y est, je me sens pas bien. En fait, moi j'ai envie de passer des bonnes fêtes de fin d'année, si tu veux. Donc, il paraît que le simple fait de prononcer le nom de ce village à haute voix porterait malheur et déclencherait les pires calamités. C'est vrai? Ouais. D'accord. Et c'est une légende qui a... Alors je vais le dire une fois, puis après je le dis plus. Hein. La petite bourgade de Colobraro, elle est donc, c'est un petit village de 1400 habitants. C'est dans les collines verdoyantes. Excuse, tu commences à saigner là. Ouais. Tu as du sang sur le côté là. Sur le nez aussi. Sur le nez. Tu commences à saigner de partout. Tu as prononcé le village. Mais c'est après qu'on parle des vampires. Ah, d'accord. Non, pour l'instant, tout va bien. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, vous m'avez fait perdre le fil. On est dans les collines verdoyantes et bucoliques de la région Basilicate. Et donc, comme je disais, c'est sous la plante des pieds de la botte italienne. Voilà. Donc, région très belle, très touristique. Très montagneuse. Très montagneuse, moins connue touristiquement d'autres régions, mais qui mérite vraiment le détour. Mais pour les habitants de la région, le nom de village ne doit absolument pas être exprimé vocalement. Et donc, dans le dialecte local, on en parle comme quel paese, c'est-à-dire ce village, ou ils ont une autre version qui est, alors je ne sais pas comment ça se prononce, on va dire Chilou ou Kilou paese, ce village. On dit ce village, mais on ne prononce pas le nom. C'est dingue ça. Ou alors on parle du village de la malchance. Alors d'où ça vient cette réputation, cette sale réputation? Bon, déjà le nom du village, donc, vous avez entendu tout à l'heure, je ne vous le redis pas, mais en dialecte local c'est Coulouvrere, et ça vient du latin coluber qui veut dire serpent. Donc déjà ça commence pas très bien. Pire quand tu le cites en dialogue, en dialecte local. Ouais, je crois qu'il y a action immédiate, c'est ça. Bon, en tout cas, il paraît que la malédiction serait aussi vieille que le village lui-même, mais il y a deux événements assez récents qui ont fait réveiller cette malédiction. Le premier, c'était dans les années 40, un avocat célèbre qui s'appelait Don Biagio Virgilio, et qui était maire de Colobraro, et qui avait la réputation de jamais perdre un procès. Et il se serait exclamé lors d'une réunion publique que ce lustre tombe si je ne dis pas la vérité. Et paf, lustre, et c'est aussitôt écroulé. Ça a fait de nombreuses victimes, et donc ça a suffi pour qu'on attribue au village la réputation d'être maudit, mauvais augure. En même temps, le hasard est quand même incroyable. Que ce lustre tombe, c'est ça, et le truc tombe, tu dis tiens... On va dire que ça commence mal. Alors il y a eu cette petite histoire, et il y en a une autre, c'est qu'à la même époque, les habitants des villages voisins ont commencé à se mettre en tête que certaines des femmes de ce village, celui dont on ne dit pas le nom, étaient en réalité des sorcières qui pratiquaient la magie noire. Alors, il faut savoir que dans ce coin d'Italie, il y a la figure typique de la Macciara, qui est une sorte de sorcière locale. Et donc, dans les années 50, les gens redoutent particulièrement une vieille femme ridée qui s'appelle la Catré, et que beaucoup considèrent comme une sorcière très puissante. On a une photo d'elle, c'est elle. Je te confirme que tu la croises dans la rue le soir, dans le village de machin, là, t'as peur un peu quand même. Tu la croises le lundi, tu cours le vendredi. Ah oui, c'est-à-dire qu'elle fait sympathique. T'as envie de lui demander un chocolat chaud. De son vrai nom, elle s'appelle Maddalena La Rocca, donc c'est une femme âgée, bien sûr, et elle a été immortalisée par un photographe italien assez connu qui s'appelle Franco Pina, et c'est la fameuse photo qu'on a vue. Et la population a commencé à se plaindre de plein de choses, de mots, de trucs, de maladies bizarres. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'entre 52 et 54, il y a un célèbre ethnologue italien qui s'appelle Ernesto De Martino, qui a visité la ville avec son groupe de recherche. Ils sont quand même restés... alors, je ne sais pas s'ils sont restés pendant les 2 ans, mais ils sont venus à plusieurs reprises. Et ils ont témoigné qu'eux-mêmes ont vécu quelques mésaventures. C'est-à-dire, il y a eu des accidents incongrus, des troubles étranges, des glissements de terrain, des pannes de voitures inexpliquées, des maladies qui apparaissent et qui disparaissent, plein de trucs très très curieux. Ils ont tout noté. Avec le temps, les habitants, ils ont fini par s'habituer à ça. Et en fait, ils sont assez malins et ils se sont dit, plutôt que de nous en plaindre, on va en faire un business. Ah bah tiens. Voilà. Et donc chaque été, tu as dans ce village des milliers de personnes qui viennent s'aventurer. Et donc en août, il y a des célébrations, les villageois s'habillent en sorcières, en sorciers, en divers êtres surnaturels, ils jouent des pièces de théâtre. Enfin, moi je trouve ça assez rigolo, ça conjure le sort. En plus, voilà. Alors s'ajoute à ça un autre spectacle emblématique du festival, justement du mois d'août, qui est celui des loups-garous.
parce que dans la région, il y a des loups-garous, et donc les gens se déguisent, comme le monsieur qu'on voit à l'image. Les loups-garous s'appellent les lupumanare. Il a juste mis les oreilles, en fait. Ah non, oui, parce que là, le mec, en fait, il sortait de son lit, si tu veux, il fait « Oh Gérard, il faut que je mette les oreilles, parce que putain, c'est loup-garou aujourd'hui !» C'est un peu ça. Mais en fait, ce sont des hommes tout à fait normaux. Ils ont juste la particularité d'être nés à Noël à minuit. Donc, à mon avis, ils ne sont pas si nombreux que ça. Et en fait, les nuits où la lune est pleine, comme tous les loups-garous, ils deviennent des créatures qui ressemblent à des loups et qui terrifient le village entier. Et alors, il y a bien sûr une malédiction autour de ces gens-là, et on dit qu'ils ne peuvent être libérés que par la piqûre d'une épingle. Bon, ça va. Voilà. Une petite perte de sang permettra à ces hommes de revenir à la normale. Bon, enfin, tout ça pour dire que les animations attirent le touriste, ça va. D'ailleurs, le touriste qui est au centre de toutes les malédictions, puisque au village, on dit ces choses effrayantes n'arrivent qu'aux personnes qui viennent pour la première fois, voilà, et qui croient au présage. Donc si toi, tu es un touriste, tu crois à ça, c'est ça. Là, à mon avis, il va t'arriver des soucis. Et les gens viennent quand même. Ils viennent en masse parce que voilà, il y a un petit côté aventure et on leur dit attention, vous êtes des touristes, venez avec des amulettes. Ah ouais, n'est pas comme ça les mains vides, on va dire. Il faut éloigner les forces maléfiques. Et il y a donc une amulette locale qui s'appelle, alors je ne sais pas le prononcer parce que c'est en dialecte, la Jinchoch. Oui, voilà. Qui doit être vendue en plus dans les boutiques du coin. Oui, oui, parce qu'on tant qu'à faire. Et je sais, voilà, je vous donne la recette. Il y a 3 grains de sel contre l'incantation, 3 grains de blé pour la fertilité, 3 branches de romarin pour l'amour et la beauté et contre les mauvais esprits, et des fleurs de lavande pour la vertu et la sérénité. Ça fait un peu barbecue de côte de bœuf, tout ça. Voilà, exactement. Bon, voilà, tout ça pour dire que dans ce village dont je ne dis toujours pas le nom, c'est à cause en fait d'un avocat et d'une sorcière que le nom du village est maudit. Et c'est célèbre en Italie, du coup. Ah oui, je pense que c'est plus célèbre en Italie qu'ici en France. Oui. Et alors, point de vue. La malédiction, elle est tellement ancrée que même la police s'y soumet et les carabinieri ne verbalise pas les gens du coin, les habitants de ce village pour des excès de vitesse parce qu'ils ont peur des conséquences surnaturelles. D'accord. Voilà. Ok. Ouais, en même temps, on est en Italie. Les superstitions vont bon train. On est très chrétien, très croyant, très. C'est toujours pareil. C'est soit tu crois, soit tu considères que c'est des sornettes et tu n'y prêtes pas attention, soit tu vas sur place et tu te dis, on ne sait jamais. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, ils jouent avec ça. Pour attirer du tourisme. Ce qui est quand même bizarre. Par exemple, il y avait un village en France qui s'appelait Cercueil. Je ne sais pas si ça existe encore, mais ils ont changé leur nom parce que ça portait la poisse. Enfin, je vais à Cercueil. Enfin, ça sentait la mort quand même. Donc, et en France, pas du tout en fait. On ferait l'inverse. Le pire, c'est quand on est là, mon cul, ça sentait pas la mort. Non, mais ils sont malins. Enfin, ils sont malins. C'est-à-dire, ils ont tourné le truc. Excusez-moi, j'aurais pas dû la faire. Non, ils sont malins, tu dis. Ils sont malins. Voilà, ils ont retourné la malédiction en leur faveur, quelque part. Ouais. On fait un petit business. Après, beaucoup dans le monde, il y a toujours, on joue vachement sur les peurs, les machins dans tous les villages, dans toutes les manifestations, dans toutes les. Mais pourquoi les gens vont à Fougeray? Pour se faire peur. Pour voir s'il s'y passe quelque chose. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est faire que le village qui porte bonheur. Parce que là, du coup, ça risque d'attirer du monde. Enfin, moi, j'irais plus facilement. Eh ben, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. On le voit. Tu t'es dans le métier. Tu sais bien que toutes les informations, toutes les émissions qui ont été faites sur le bonheur, ça n'a jamais marché. Donc, imaginez, les gens préfèrent avoir peur qu'être heureux. Parce que le bonheur, normalement, c'est une condition naturelle. Tu vois, c'est celle qu'on doit avoir tous les jours. Alors que le malheur et la malédiction, tu dis, tiens, il y a un côté un peu caché. Et puis l'homme aime se faire peur, surtout. Donc voilà, la peur est une émotion très, très, très forte. Vous allez peut-être pouvoir témoigner dans les semaines qui viennent, puisque là on est au mois de décembre et que la prochaine Libre Antenne arrivera au mois de janvier. Ce sera l'occasion pour vous, si vous le souhaitez, de témoigner, bien sûr, de toutes ces expériences paranormales que vous vivez, que vous n'avez pas osé raconter à votre entourage. Ici, vous pouvez le faire avec mon ami Jocelyn, on est là pour vous écouter. Donc 01 86 22 21 20 ou rédaction@btlv.fr. Vous nous envoyez votre témoignage et on se charge de vous écouter, c'est sûr. À propos de hantises, on va parler, David, d'un château. Ouais. Le château de Vaudable. Voilà. Qui connaît le château de Vaudable à cette table? Non, pas du tout. C'est pas très connu. Pourtant, c'est un peu la même histoire que le château des Noyers. Je sais pas si ça alors ça, oui. Je crois que tu avais même abordé cette histoire sur BTL. Voilà, ça fait partie des histoires sorties du livre Les Maisons hantées de Camille Flammarion. Ouais. Sauf qu'on sort toujours la même histoire, mais rarement les autres, alors qu'elles sont tout aussi intéressantes. Alors là, c'est Camille Flammarion qui nous relate
une histoire absolument incroyable dans un village qui s'appelle Vaudable. Là, on est au sud de Clermont-Ferrand. J'aime bien l'Auvergne en ce moment, je sais pas pourquoi. Et c'est vrai qu'il a une tronche, hein, ce village. Déjà au pied d'une montagne, comme ça, d'un mont, quand même, assez incroyable. Exactement. Alors, si vous regardez sur la gauche, vous verrez un espèce de château, qui est le château de Malsaigne. Et ben on est en 1920. L'histoire, elle est relatée par un certain Georges Dubord dans l'un de ses ouvrages, et donc qui est repris par Camille Flammarion. On est en 1914, et il y a une famille qui s'appelle la famille Boussolade, et qui va partir de Paris, ils habitent à Paris, pour le village donc, de Vaudable, en Auvergne. Alors, ils ne connaissent pas du tout ce village-là. Ils y vont avec enfants, cousines, oncles, etc. Et pas mal d'enfants. Donc, je vous l'ai dit, il y a 2 jeunes filles, notamment âgées de 9 et 12 ans. Vous allez voir que c'est important quand même dans cette histoire-là. Et ils racontent que ils ont loué en fait sur un site ravissant. Alors on ne sait pas exactement où. En tout cas, ils disent que c'est un site ravissant où ils dominent la vallée. Vu que c'est quand même une famille assez riche et qu'ils dominent la vallée, quand on regarde la carte postale, on se dit probablement ou possiblement c'est dans ce secteur-là, voire c'est peut-être le fameux château de Malsaigne. Tout se passe bien jusque début 1914, à l'arrivée de la sœur de Madame Boussolade, et aussi de son fils qui a 19 ans. Et là, vous allez voir qu'en 15 jours, c'est Amityville. C'est un truc de fou. Le 7 septembre, alors je vais vous lire ce qui se passe, parce qu'ils tiennent un journal, et dans ce journal, la mère de famille raconte ce qui se passe. 7 septembre, jusqu'ici, tout allait bien. Ils sont là depuis le mois d'août. Nous entendons sonner la cloche, donc c'est une petite clochette qui normalement sert pour les domestiques, pour appeler les domestiques. Nous entendons sonner la cloche située dans l'antichambre. Personne n'avait tiré le cordon de cette sonnette qui se trouvait sous nos yeux. Donc ils sont dans la pièce, ils voient le cordon, ça sonne, ils se disent comment ça se fait que ça sonne. C'est juste totalement impossible. Jusque-là, ça fait pas trop peur. Une semaine plus tard, je relis le journal de Madame Boussolade. Un tableau de l'antichambre est projeté au-dessus de la tête de la femme de chambre. Son clou est au mur, son cordon intact. En nous mettant à table le soir, nous voyons s'abaisser le cordon de la sonnette de la salle à manger et celle-ci se met à sonner. Dans la bibliothèque, sous nos yeux, un tableau tombe, violemment arraché du mur, avec les clous qui le retenaient. Il y a un côté poltergeist, c'est ça. Voilà. Et tout le monde assiste à ça. Donc évidemment, ça les perturbe, forcément. Là, on est le 14 septembre. Le lendemain, je vous relis le truc, parce que là, on commence à rentrer vraiment d'Amityville. 15 septembre, ma cousine est enfermée dans sa chambre comme dans une prison. Les clés des portes ont disparu et nous les cherchons vainement. Le serrurier arrive et aussitôt les clés tant recherchées sont retrouvées très en évidence. Ça, c'est le genre de truc qui arrive quand même assez régulièrement. Le juggling, ça s'appelle comme ça. C'est ça. On en a parlé lors des rencontres du ministère expliqué avec Véronique à Fougeray. Effectivement, il y a le poltergeist de Battersea, ça commence avec une clé qui apparaît, qui disparaît. On se souvient que notre ami François Demier a vu apparaître et disparaître un jeu de clés chez lui, donc sur un lit. Donc voilà. C'est assez régulier dans ces récits-là. Là, ça date donc de 1914. Elle continue. Elle dit « Depuis ce jour, nos clés restent toujours sur nous ». Donc en fait, elle les porte en permanence. Et pourtant, chaque soir, ma cousine, ma sœur, mon neveu les trouveront dans leur lit en se couchant. Ils vont trouver des choses assez bizarres, je cite, des plans de navets, des pincettes, des assiettes, des chardons et le buste de l'ancien propriétaire du logis. C'est peut-être lui qui avait faim. Vous imaginez, vous allez... La recette, je vous file les ingrédients. C'est sympa. Vous louez un Airbnb tranquille l'été, vous arrivez, déjà c'est un peu bizarre, mais en plus de ça, quand vous allez vous coucher, vous avez la clé, vous avez fermé à clé, donc vous êtes certain ou quasi certain que personne n'ira dans la chambre, et quand vous rentrez, vous avez tout un tas de bordel sur le lit. Donc la bouffe du lendemain. Exactement. On est le 15 septembre, ça continue le 19 septembre. Là, elle dit... Alors ça continue si on veut. Elle dit « Je pars ». Alors je pars avec mes enfants pour Bordeaux où se trouvait mon mari, heureuse de fuir cette maison horriblement inhospitalière, mais mon départ ne devait pas arrêter le cours de ces facéties qui continuèrent en mon absence. Le 20, mon neveu, près de s'endormir, se sentit soulevé par une force invisible avec son lit. Alors c'était un lit fort en acajou, dit-elle, presque verticalement. Donc, vous imaginez le lit qui se soulève comme ça. Voilà. Ma sœur, ma cousine accoururent à ses cris. Elles ont évidemment été témoins du fait. Bref, ils partirent tous finalement de ce château. Au château, alors je dis château, ça se trouve c'était une maison. Encore une fois, on n'a pas la localisation précise de la chose.
Et donc le 17 décembre, donc bien après, puisqu'ils sont rentrés à Paris, c'est là que c'est super intéressant, parce qu'on se dit c'est fini, ils ont vécu dans une petite maison hantée ou dans un château hanté en Auvergne, et tout va bien se passer. Or le 17 décembre à Paris, elle écrit « Dîner de famille avec la cousine de Madame Boussoulade. Les phénomènes reprennent, table soulevée, bruit de cloche. Lorsque la cousine s'en va, plus rien ne se passe. Le neveu est parti à l'armée le 18 décembre, je vous rappelle qu'on est en 1914. Il fut tué en mai 1915 et plus aucun phénomène ne fut relaté jusqu'en 2013. Non. Eh si, 2013. En 2013, c'est reparti. 2013, c'est retrouvé parce que je me suis intéressé évidemment au village, etc. J'ai même regardé parce que je trouvais le village fort intéressant et je me suis dit, ça se trouve, il y a une petite maison à vendre sympa, ça peut être assez rigolo d'y passer. Donc, 1915, 2013, il se passe rien, et en 2013, c'est reparti. Ah, il se passe rien à ma connaissance. Encore une fois, si vous interrogez peut-être les gens du village, ils vont vous dire si, il y avait quand même des trucs bizarres. En tout cas, en 2013, il y a quelqu'un qui laisse un témoignage, qui a cherché à acheter une maison. D'ailleurs, il a acheté une maison, cette personne qui veut rester anonyme, du côté donc de Vaudable, en Auvergne. Et puis un soir, il va promener ses chiens. Je vous lis son témoignage encore une fois, je trouve que c'est assez incroyable. Ce soir-là, il était minuit 45, donc début décembre. À cette heure-ci, dans le village, autant dire qu'il n'y a pas une âme, qui vivent. Mes seuls voisins immédiats sont donc les propriétaires du château et je sais qu'ils vont se coucher vers 23h, dit-il. Je lâche 2 de mes chiens et au bout de quelques pas, ils se figent en grognant, apeurés à l'idée qu'ils prennent en chasse un chat ou un chien errant. Je les rappelle, dit-il, en me rapprochant d'eux, et c'est à ce moment-là que, levant les yeux pour suivre la direction de leur regard, je vois nettement une ombre très grande, noire, se déplacer derrière la grille du château. Ça a été rapide, fugace, dit-il, ça n'a pas duré plus de 2 ou 3 secondes. Et puis, les chiens, ils sont restés scotchés, pas d'aboiement, le poil hérissé, ils ont fait des grognements sourds et surtout l'œil fixe exactement à un endroit très précis, là où était passée la fameuse ombre. Ils n'ont pas cherché, nous dit-il, à courser le phénomène, ce qui est rare, parce qu'en général, un chien, quand il voit quelque chose qui se barre et qui leur a fait peur, ils ont une petite tendance à le courser. Bref, le type est extrêmement sceptique. Et il se dit, bon, bah, j'ai dû rêver, etc. Il connaît un tout petit peu, je pense qu'il connaît cette histoire-là. Et puis il va emmener sa copine, et puis bah, je vais pas vous relire tout, mais globalement, la copine va voir exactement la même chose. Il faut savoir que le site du village, enfin le village en lui-même, il est évidemment sur une... comment dire, vous avez vu ce gros rocher, mais en fait c'est sur un site, une pointe volcanique, on appelle ça comme ça. Et évidemment, il y a plein de légendes là-bas, alors des légendes sur les Templiers, des légendes sur des fantômes, etc. Parce que bah, le village a été quasiment rasé, pas par la pierre, mais en tout cas les habitants sont morts de la peste quasiment tous au XIVe siècle. Et il y a une tombe un petit peu particulière, il y a une chapelle bizarre. Enfin bref, voilà, ce village, à mon avis, mériterait, tout comme en Italie, un petit peu de tourisme. C'est donc Vaudable et c'est du côté de l'Auvergne. Donc vers Clermont-Ferrand, par là-bas, quoi. Voilà, je n'y suis pas allé personnellement, mais je suis certain que cet été... Il y a un joli reportage à faire. Hein. Un reportage, ouais, et puis je pense qu'il faut s'imprégner un petit peu de l'ambiance, et je pense que j'en saurai surtout beaucoup plus sur cette histoire-là, en allant sur place. C'est sûr. Sur la première, moi je pense qu'il y a 2 histoires là, dans ce que tu as raconté. Il y a l'histoire de la famille, qui vraiment ressemble à un cas de poltergeist, en plus avec le fait que les phénomènes reprennent dans la famille, mais quand elle est ailleurs, donc c'est pas lié du tout au lieu. Et après, il y a l'autre histoire de l'ombre, qui est encore, à mon avis, autre chose. Bah, on sent bien et il y a un truc qui n'est pas mentionné, et c'est étonnant, enfin, je sais pas, peut-être que dans son journal, elle en parle, c'est la date. La date m'a fait frapper. On est fin août 2014, début septembre, c'est la déclaration de guerre, c'est le début de la Première Guerre mondiale. Oui. Et donc, ça veut dire qu'il y a mobilisation de tous les hommes, enfin, tu vois, il doit y avoir une inquiétude énorme dans toutes les familles. Donc un stress terrible. Qui va aller à la guerre. Et d'ailleurs, tu as dit le cousin ou le... Bah, il est mort à la guerre. Le neveu est mort à la guerre, ouais, c'est ça. Ça participe du phénomène. Ça rejoint tous ces faits de poltergeist où la psyché engendre tous ces événements. Probablement la perturbation du monde qui est dans la famille. Et c'est intéressant ce que dit Jocelyn, parce qu'effectivement, il est dit donc à la fin que la cousine est revenue. La cousine tenait apparemment beaucoup à son cousin qui lui est mort à la guerre. Donc en fait, la cousine devait être très stressée à l'idée que son cher cousin allait partir à la guerre. Bien sûr. Et une fois qu'il est mort, il n'y avait plus rien. Nous dit Et la cousine, est-ce qu'elle était dans le village aussi ?
Pardon ? Est-ce qu'elle était aussi dans le village ou elle était juste à Paris, la cousine? Non, elle était venue dans le village avant aussi. Voilà, donc, je pense qu'il faut aller voir du côté de la cousine. C'est possible, voilà. Par contre, je ne sais plus si je n'ai pas l'âge de la cousine. Bon, on rappelle que de toute façon, concernant les poltergeists, toutes ces théories de la psyché ne sont que des théories. On n'a aucune certitude. C'est-à-dire qu'en fait, on pense effectivement que c'est souvent la psyché d'un enfant dérangé, un adolescent ou d'un jeune adulte qui peut provoquer ces phénomènes, mais on n'en a aucune certitude, quoi qu'il en soit. Globalement, quand on interroge les gens, quand on parle de poltergeist ou d'objets déplacés, etc., ils nous disent non, c'est les morts, c'est les esprits des morts qui déplacent tout ça. L'idée que ça soit l'esprit humain qui involontairement crée ce genre de phénomène, elle est assez peu répandue en fait. C'est ça. D'accord. C'est ce que j'essaie de véhiculer comme idée. Bon, dans tous les cas, une chose est sûre, on va continuer à parler de ces archives du paranormal. 6e édition déjà. Si vous êtes tout nouveau, vous allez pouvoir vous farcir les 5 précédentes parce qu'elles sont extraordinaires, ces archives du paranormal. Des histoires dingues, on est en période de fête et j'aime beaucoup vous proposer des histoires parce qu'on est vraiment au coin du feu. Si vous mettez une bûche dans la cheminée, si vous avez une cheminée, vous pouvez aussi vous mettre... Et un rocking chair. Voilà, ou vous mettre à côté du radiateur, voilà, avec un chocolat chaud et un plaid, et écouter et regarder ces histoires. Dans un instant, on va évoquer Jorge Grando, le premier vampire connu. Je crois que j'ai bien prononcé le prénom de ce monsieur. C'est un Croate. Avant cela, j'aimerais vous signaler qu'on a mis en ligne une émission avec la Sherlock Holmes du mystère et de l'inexpliqué, Pascal Lafargue, qui mène depuis 40 ans des enquêtes sur les vies antérieures. Et elle est venue avec Dominique Lormier. Alors, si vous êtes fan d'histoire, Dominique Lormier, c'est un monsieur qui est Légion d'honneur, les arts et les lettres, 146 bouquins sur l'histoire, absolument incroyable. Et ensemble, ils ont fait un focus sur une de ses vies. Même, vous verrez, il y a d'autres surprises encore. Je ne vous dis que ça. Regardez, extrait. Lors de l'une de nos conversations, Dominique, nous discutons d'un livre qu'il a écrit, et ce livre s'appelle Gabriele D'Annunzio en France. Et Dominique me fait part de l'hypothèse qu'il pourrait être la réincarnation de cet homme, Gabriele D'Annunzio. Et puis finalement, un jour, j'accepte. J'accepte. Et j'avais dit à Dominique, j'ai dit, j'espère que si c'est pas le cas, tu ne seras pas déçu, en fait. Manque de chance. Je ne confirme pas qu'il ait été Gabriele D'Annunzio. Et en revanche, je m'oriente vers un homme qui l'a connu, qui était dans son entourage, sauf erreur de ma part. Donc je commence à voir, et là je me suis dit, c'est cet homme, j'en suis convaincue. Et quand mon corps résonne de la sorte, parce que mon corps me parle aussi également, et là je sais en moi que c'est la bonne piste. On peut dire le nom, il s'appelle Olindo Guerini. Et ce qu'il y a de très troublant, c'est que j'avais rêvé de lui, mais je ne savais pas qui c'était. Je l'avais vu en rêve auparavant, avant même d'avoir rencontré Pascal. Et il me dit, mais en fin de compte, moi j'ai toujours été fascinée par le pilotage, enfin avoir piloté, et Gabriele D'Annunzio pilotait, et donc pour moi, tout collait dans Gabriele D'Annunzio. Eh ben non. Et là je réfléchis, et je dis un instant, parce que je l'avais en moi, et ça c'était quelque chose que je voulais révéler à Dominique, je lui dis, mais Dominique, je ne connais encore rien sur cet homme Guerini, mais pour moi, Guerini est décédé, tu t'es réincarné quelque temps plus tard et tu étais un pilote pendant la guerre, un pilote allemand pendant la guerre. Là, on ne part plus sur une demande de vie antérieure. Les deux. Mais là, on en découvre deux, en ça. fait. On part sur deux axes complètement différents. Et là, cette piste de cet aviateur allemand, on va aller de découverte en découverte, de surprise en surprise, et même sur des faits qui dépassent l'entendement. Enquête sur une vie antérieure avec Pascal Lafargue et Dominique Lormier, c'est sur BTLV. Donc voilà pourquoi, je ne le répéterai jamais assez, rejoignez-nous, soutenez BTLV, et pour avoir un accès total à toutes ces émissions qui font maintenant, depuis 11 ans, de BTLV, le média numéro 1 sur le mystère et l'inexpliqué. Les archives du paranormal. Oserez-vous les ouvrir avec nous sur BTLV ? Bon, visiblement, si vous êtes là, c'est que vous avez décidé de les ouvrir avec nous, ces archives, et on peut que vous remercier, et on salue tous ceux qui sont toujours là sur les réseaux sociaux. Mon Jocelyn, on va ce soir évoquer Jorge
Grando. Voilà. Alors, je crois. Parce que moi je le fais à l'espagnol, mais c'est pas du tout à l'espagnol, c'est en croate. C'est un croate. Alors... Oui, mais je sais pas faire l'accent croate. Ouais. Non, mais je crois que personne ne le sait. On va dire Jure. Ouais, je pense que c'est Jure, mais bon, voilà. Les Croates ne nous en voudront pas. Oui, parce que quand on dit vampire, on pense en général Dracula, Vlad Tepes, l'Empaleur, Nosferatu. Il y a un film qui va sortir bientôt. Et on associe tous ces noms à une région de Roumanie qui s'appelle la Transylvanie, en général. Eh bien là, pas du tout. Le premier cas de vampirisme en Europe qui a été documenté et raconté par des historiens, en fait, s'est déroulé en Croatie au XVIIe siècle. Et alors, justement, dans une région qui s'appelle l'Istrie, dans l'arrière-pays de l'Istrie. Alors, c'est une région qui est plus connue pour sa nature, qui est très belle, son excellente cuisine, ses truffes, je me suis renseigné, son vin. Elle a un vin à base de malvoisie qui est très réputé, voilà, mais pas du tout pour ses créatures nocturnes. Et le premier vampire, c'est ce fameux Jure Grando. Alors, Jure Grando, c'est un homme qui serait revenu d'entre les morts et qui aurait hanté le village de Kringa pendant plus de 15 ans. Ça, c'est le village, ça, parce que ça a l'air joli quand même. C'est très beau. Il faut savoir que c'est fou parce que tu vois, il y a un palmier. C'est très méditerranéen, finalement. La Croatie, c'est très, très beau. C'est un village traditionnel, petite église, mur de pierre qui date de l'Empire romain. De nuit, tu crois que ça fait peur? Peut-être un peu plus. Enfin, tout fait peur de nuit. Donc, toi, je te vois la nuit, j'ai peur. Oui, ça, c'est normal. Voilà, donc petit village traditionnel qui aujourd'hui est très beau et très, très agréable à voir, mais qui, il y a quelques siècles, a vécu vraiment dans la terreur. Alors ça a commencé en 1656, quand on a inhumé le fameux Jure Grando. Alors je me suis renseigné, on ne sait pas grand-chose sur lui. On sait que c'était un paysan, et on sait qu'il est né en 1579. Mais c'est en gros un homme comme les autres. D'accord. Voilà. Et il a été inhumé donc à sa mort dans le petit cimetière du village par le prêtre local qui s'appelle le père Giorgio. Sauf que rapidement après son enterrement, les habitants de Kringa ont commencé à apercevoir son fantôme dans le village. Et un fantôme qui se baladait avec, c'est eux qui le disent, un mouton mort sur une épaule et un chat noir sur l'autre. C'est le truc pas ragoûtant du tout, tu sais. Voilà, c'est déjà l'image, un peu. Tu fais quoi? J'ai un mouton. Voilà, exactement, qui fait peur. Non, mais ce qui faisait le plus peur aux habitants, c'est le visage, parce que le mort se baladait dans les rues en faisant un grand sourire. Ah, il n'y a rien de pire. Exactement, un grand sourire. Et le prêtre Giorgio s'est retrouvé face à lui, face à ce fantôme. Ah, le prêtre du village? Exactement. Et donc bien sûr, aussitôt, il a brandi une croix, voilà, en guise de protection. Tu sais. Oui. Prends garde à Jésus-Christ, toi, vampire, cesse de nous tourmenter. Et d'après ce qu'a dit le père Giorgio, ça aurait fait pleurer le vampire. Ah. Voilà. Bon, bref. En même temps, c'est une créature, le vampire, qui souffre, parce que voilà, elle est entre deux mondes. Ah oui, voilà. Complètement. Alors, pour tout le village, Jure Grando est ce qu'on appelle un strigain. Alors, il y a un strigain. C'est une expression locale. Dans d'autres régions d'Europe de l'Est, on appelle strigoi, etc. En gros, ça veut dire c'est un hibou. C'est le nom dialectal. Un hibou, et par extension, c'est un vampire. D'accord. Voilà. Alors, le strigain, il est connu pour se nourrir du sang des enfants et pour déambuler dans les rues après minuit. La légende dit que dès qu'un strigain frappe la porte d'une maison, l'un des habitants de la maison va mourir dans les jours qui suivent. Et c'est ce qui se passe dans la ville de Kringa, à savoir que le père Giorgio remarque qu'à chaque visite du vampire, ils entendent des coups sur certaines portes et les gens, il y a tout... Un peu de temps après, un décès dans la maison, exactement. Voilà. Donc il est annonciateur d'un décès ou d'un malheur. Exactement. Et alors après, il y a un autre volet du strigain qui va te plaire, Bob, parce qu'il a également pour l'habitude de se glisser dans les draps des habitantes. Voilà. Moi, j'y étais souvent strigain. Et surtout les jeunes veuves et trucs. Mais là, c'est moins drôle parce que Jure Grando, il va apparaître à sa veuve et il va lui rendre visite assez régulièrement pour la forcer à continuer à remplir ses devoirs conjugaux. À avoir des rapports. Voilà, exactement. Et il avait toujours son mouton mort et son... Écoute, ça fait du monde dans le lit, quand même. Ça fait beaucoup de monde dans le lit, ouais. Tu pourras mettre ton mouton mort au vestiaire. Non, mais vampire, il y a toujours une dimension sexuelle chez les vampires. Oui, bien sûr. Bah oui. Alors, Kringa devient forcément une sorte de village maudit à l'époque. Il y a bien quelques habitants emmenés par le préfet qui s'appelle Miho Radetic, qui essaie de le pourchasser. On tente de transpercer le cœur, parce qu'ils arrivent à le rattraper. Et ils tentent de transpercer le cœur de Jure Grando avec un pieu d'aubépine, c'est la traduction, mais impossible, ça se plante pas, ça rentre pas. Voilà. Et donc ils sont très très embêtés, à la fois le père Giorgio et le préfet Radetic, parce que ils veulent mettre fin à cette histoire, ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Et il faut attendre en fait une nuit de 1672, donc 16 ans plus tard. Ça veut dire que pendant 16 ans, ils auraient vécu avec ça. Avec on va dire le passage assez régulier de ce personnage vampiresque. Je sais pas. Voilà, ça dure 16 ans. Et en 1672, il y a 9 citoyens très courageux
qui vont prendre des pieux, des croix et toutes sortes d'armes, voilà, tout ce qu'ils trouvent, et ils se disent on va en finir avec lui. Ils vont au cimetière, ils ouvrent la tombe de Yuri Grando. Là, ils sont choqués parce que le corps de Grando est en parfait état de conservation. C'est ce qu'ils disent. Et il a un visage légèrement rougeâtre et qui sourit. Oh, c'est le truc. Voilà. Ça te rassure, tu sais. Donc voilà. C'est des choses qui arrivent en tout cas. En même temps, s'il était allé voir sa femme juste avant, il sourit. Donc le père Giorgio contemple le cadavre et s'exclame voilà, voici Strigan, il y a Jésus-Christ qui nous a sauvés de l'enfer, qui est mort pour nous, et toi, Strigan, tu ne peux pas avoir la paix. Et donc, dans un premier temps, l'un des habitants qui s'appelle Stipan Milasic va vouloir transpercer le cœur et les intestins du vampire avec un pieu. Il y a une tradition. En vain, le pieu ne pénètre absolument pas la chair. Ils vont tenter avec le prêtre un exorcisme, ça ne donne pas plus de résultats. Alors, à ce moment-là, il y a Stipan Milasic, là, le villageois, il se dit bon, j'en ai marre. Il prend une hache et il décapite le vampire. Voilà. Ouais, c'est ce qu'il faut faire généralement. C'est soit ça ou soit un pieu dans le cœur. On a tous rencontré des vampires. Oui, mais moi tout le temps. Moi je décapite tout. Faut pas réfléchir. Alors il se dit qu'à cet instant, il y a eu un cri épouvantable dans tout le cimetière qui a même retenti dans tout le village. Le corps de Yuri Grando s'est mis à remuer, à trembler comme s'il était vivant. Puis à un moment, il s'est affaissé. Et là, c'était définitif. Exactement. Dead. Les chasseurs de vampires pouvaient respirer, le village de Kringa était libéré d'un grand mal, etc. La paix et la sérénité sont revenus. Et cette histoire, en fait, elle a été transmise de génération en génération. Elle a été rendue fameuse par un historien du XVIIe siècle qui s'appelle Johann Weichard von Wolfwasser. Je ne le connais pas personnellement. Non. Et en fait, elle aurait servi d'inspiration. C'est une des sources d'inspiration de Byron ou de Bram Stoker quand ils ont écrit leur histoire de vampire. D'accord. Ils ont été cherchés en Roumanie, bien sûr, Vlad Tepes, etc. Mais aussi cette histoire-là. D'accord. Exactement. Okay. Alors, on peut noter au passage que notre ami Grando, il a toutes les caractéristiques des futurs vampires littéraires, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'histoire de vampires qui circule. Voilà, les premières histoires littéraires de vampires vont apparaître 150 ans plus tard. Mais là, il n'est pas question de grandes dents, le type qui va sucer le sang des gens et tout ça. Non, c'est juste des malédictions. Il te frappe à la porte, on meurt, des choses comme ça. Alors, il est quand même très cynique. Il défie à la fois les autorités civiles et ecclésiastiques, ce que feront tous les vampires ensuite, et il est sexuellement actif. Oui, alors c'est peut-être pour ça qu'on a dit que c'est un vampire, parce qu'il y a ce côté sexuel qui revient tout le temps. On se souvient d'ailleurs dans le Dracula de Coppola, où Keanu Reeves est entouré de ces créatures. Il y a un côté un peu mort-vivant. Mais bien sûr. Voilà. Alors, depuis 2006, c'est intéressant, c'est exactement comme en Italie, les habitants de Kringa ont ressuscité, le mot est bien choisi, l'histoire de Yuri Grando pour faire du village un centre d'intérêt touristique. Bah ouais, je l'ai montré l'image tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a ça, là. Il y a le café bar. Et vampire, le fameux bar, exactement, au centre du village, il y a un bar. Alors c'est un troquet, plus qu'un bar. Mais c'est le bar Vampire. Alors à l'intérieur, c'est tout rouge, hein, t'as vu l'extérieur, c'est décoré de couronnes d'ail et de lampes avec des croix, etc. Et tu peux y savourer des cocktails Vampire Soul et Vampire Orgasme. Ouais. Ah. Voilà. Et comme l'a expliqué l'un des élus municipaux de Kringa, il a dit « Personne ne prétend qu'il existe des vampires ou des forces du mal. Tout ce que nous voulons, c'est promouvoir une légende très documentée afin de renforcer ce que nous pouvons offrir aux touristes. » Après, effectivement, il y a quand même des choses étranges. C'est-à-dire que quand ils exhument le corps et que l'autre, il a le sourire, qu'il a le teint rouge, etc., c'est quand même très perturbant. Ah oui, c'est très voilà, c'est des choses qui arrivent de temps en temps. J'avais interviewé des gens qui déterrent en gros de temps en temps des corps et qui me disent mais au moins une fois dans sa carrière on déterre ce qu'on appelle un corps imputrescible, en fait, un corps qui est resté intact. Donc il est possible qu'il y ait eu, je connais pas du tout cette histoire, mais peut-être qu'un type qui fasse un petit peu le foufou dans le village en question, qui provoque évidemment pas mal de problèmes, mais que le type en question qui était dans sa tombe, le hasard a fait que son corps était resté imputrescible. Ouais. Donc avec évidemment les muscles qui se tirent, etc. Il y a peut-être un sourire. Ça fait un sourire. Voilà, c'est tout à fait possible. C'est comme l'histoire des ongles qui poussent. Bien sûr. D'ailleurs, j'ai enregistré une émission avec un historien sur Napoléon, avec le titre « Qui a tué Napoléon ?» Donc voilà, est-il véritablement aux Invalides ou pas? Donc il y a toute une enquête ADN et tout, qui est fabuleuse, qu'on va bientôt poster sur BTLV. Et effectivement, Napoléon, quand il a été exhumé la première fois, il a ce visage très clean, etc. Il n'est pas du tout... il est mort, alors ça je connais très bien l'histoire, il est mort le 5 mai 1821. Et quand ils ont été rechercher le corps en 1840, ils ont ouvert toutes les tombes avec tous les sarcophages. Et là, ils ont découvert que le corps était quand
même très intact. Donc ça a étonné un peu tout le monde. Donc voilà, bon, émission qui va arriver très prochainement sur btlv.fr. Je voudrais vous signaler, mesdames et messieurs, vous ne le savez peut-être pas, mais je vous le dis parce que Jocelyn, il sera à cet événement. Voyage au cœur de l'invisible, c'est avec BTLV. Donc voilà, ce sera l'occasion de retrouver des personnalités comme Véronique Geffroy du château de Fougeray ou encore Jocelyn Efkeler. Les deux autres, je les connais pas. On intervient donc le dimanche et on va faire chacun une conférence sur le thème des lieux chargés d'histoire, les lieux chargés mais au sens chargé, tu vois. Donc j'imagine que Véronique va parler du château de Fougeray. Bien sûr. Moi, je pense que je vais parler de cas de poltergeist avec un peu violent, voilà. Et Dominique Micheli, qui est géobiologue, je ne connais pas, mais je pense qu'il va parler un peu de radiesthésie. C'est à Ruelle-sur-Trouve. Voilà, sur Touvre. C'est à côté d'Angoulême. Oui, c'est juste à côté d'Angoulême. Okay. Voilà, donc ce sera l'occasion, si vous voulez aller là-bas, de découvrir Jocelyn et tous ses invités avec le GREP qu'on avait reçu sur BTLV et qui reviendront parce que le GREP, il y a un truc qui est génial, c'est qu'ils ont plein d'objets, ils ont plein de glanés. C'est génial. Les collectionneurs de ça. Exactement, donc c'est super. Donc c'est à ne pas louper, bien sûr, vous avez tous les renseignements avec le lien qui est dans le chat ou les commentaires. Les archives du paranormal. Oserez-vous les ouvrir avec nous sur BTLV ? Welcome tout le monde, si vous arrivez sur les réseaux sociaux de BTLV, YouTube, Facebook et Twitch. Nous vous diffusons en direct cette émission comme nous le faisons tous les mercredis. L'occasion vous est donnée de découvrir en clair tous les programmes de BTLV, bien que bien sûr l'essentiel de la chaîne se trouve sur btlv.fr. Je le dis et je le répète parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent mais je vous parlais de l'abonnement. L'abonnement c'est sur btlv.fr. En fait c'est la VOD, c'est comme Netflix, comme Prime. Vous avez un site qui vous permet d'avoir à la télévision, sur vos écrans de portable, etc., tous les programmes de BTLV et je peux vous dire que vous ne serez pas déçus parce que ce que vous voyez ici, ce n'est que la face visible de l'iceberg qui est énorme en dessous. Voilà. Bon, David, on va maintenant parler, et ça me fait très plaisir, d'un incendie sur la planète Mars. Parce que tu sais que j'ai posté il n'y a pas si longtemps sur BTLV.fr un rapport déclassifié de la CIA qui, dans les années 70, tu sais, faisait du remote viewing. Et alors, on rappelle dans l'article, bien sûr, que ce n'est qu'une séance de remote viewing et ce n'est pas la vérité vraie. Mais ce qui est fou, c'est que la CIA a déclassifié une séance de remote viewing où on envoie le remote viewer 1 million d'années, bien sûr, avant les années 70, sur Mars. Et là, on découvre qu'il y aurait eu de la vie. Alors. Ouais, dans un canyon et tout ça. Exactement. En plus, ce canyon, ça rejoint l'histoire des canaux de. Oui, complètement. Mars. Voilà. Alors là, on va remonter le temps, puisqu'on est dans les archives, forcément, et on va partir sur Mars. Donc, on est en 1894. On est en juillet, le 28 juillet précisément, 1894, et on est du côté de Nice. Et là, il y a monsieur Javel, qui est astronome, et donc qui est à l'observatoire de Nice, et qui va observer la planète Mars, et qui se dit, là, il y a quelque chose de bizarre. Là, c'est étrange, monsieur. C'est particulièrement étrange. Il voit, au bord de la planète Mars, dira-t-il, alors c'est plus précis que ça, évidemment, mais une forte lumière qui n'arrive pas à interpréter. Alors, il faut remettre tout ça dans le contexte quand même. À cette époque, en 1894, les télescopes étaient certes puissants, mais pas suffisamment pour avoir de détails. Et en plus de ça, il y avait quelques, entre guillemets, malformations, il y avait quelques petits problèmes techniques qui laissaient croire certaines choses, et notamment que Mars avait des canaux. C'est pour ça que pendant longtemps, on a cru qu'il y avait des canaux. Effectivement, les observateurs du monde entier pouvaient regarder Mars et se dire, tiens, c'est bizarre, il y a des canaux, etc. Effectivement, il y avait une malformation de la lentille, un petit problème technique qui faisait qu'on avait l'impression. Et donc, il y a des cartes, ça c'est quand même d'ailleurs le plus dingue, il y a encore des cartes qui ont été utilisées jusqu'en 1965 par la NASA, à l'époque où ils tentent d'aller sur Mars.
Alors, avec des sondes, évidemment, ils réfléchissaient avec des sondes pour aller sur Mars. Eh bien, ces cartes bizarres avec ces canaux existaient toujours jusqu'en 1965. C'est quand même assez dingue. Bon, bref, on reprend le fil du truc. On est en 1894, en juillet. Monsieur Javel voit quelque chose de bizarre. Et là, c'est pas des canaux, c'est une lumière. Et il va l'observer pendant un sacré bout de temps. Je vous lis l'article quand même, parce qu'il y a eu pas mal d'articles. Ça a enflammé, c'est le cas de le dire, la planète entière. Je lis le truc. Le 28 juillet dernier, Monsieur Javel, à l'Observatoire de Nice, signalait donc une sorte de projection lumineuse. C'est une projection lumineuse, ça c'est intéressant aussi. Et on va y revenir, sur le bord inférieur de Mars. Depuis, la tache lumineuse semble avoir augmenté d'intensité. Et les astronomes stupéfaits se demandent quelle est la cause de cette immense lueur mystérieuse. De nouveau, se pose la troublante question, est-ce un signal ? C'est un journaliste qui s'appelle Édouard Bonafé qui avait écrit ça en 1894. En tout cas, il en rajoute une petite couche. Il dit, quoi qu'il en soit, que la planète soit habitée ou non, il est évident qu'il s'y passe depuis quelques jours des phénomènes à la fois inexplicables et terrifiants. Tandis que les uns pensent qu'il s'agit de l'éruption d'un gigantesque volcan, les autres affirment que nous assistons là à l'incendie d'une forêt de plusieurs centaines de milliers d'hectares. J'adore le côté terrifiant, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la plume, si tu veux. Oui, mais c'est super intéressant. Et ces gens-là, et donc la population, qu'elle soit française ou étrangère d'ailleurs, parce que ça avait fait le tour du monde, s'imaginer ces espèces d'incendies sur Mars, ce volcan, etc. C'est l'Amazonie qui flambe, mais là-haut, quoi, c'est ça. Ouais, mais pour l'imaginaire, c'est quand même extraordinaire. Ils avaient l'histoire des canaux, ils pensaient qu'il y avait des Martiens, et en plus de ça, les Martiens se tapaient quand même des cataclysmes phénoménaux. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est que le phénomène a été relevé, non pas par Monsieur Javel, là, du côté Nice, mais par plein d'astronomes. Et donc, on a des relevés différents, je ne sais pas si on peut les voir d'ailleurs, on voit effectivement les phases différentes. Aujourd'hui encore, on se demande bien ce qui a pu se passer. Alors, on sait qu'il y a des pôles sur Mars, et on sait aussi que les pôles sont relativement blancs sur Mars, mais ils n'évoluent plus très peu, suivant les saisons, suivant les tempêtes de sable qui se produisent là-bas. Donc, c'est extrêmement curieux d'avoir ce genre de phénomène. Ce qu'on voit qui est indiqué, ce sont des lumières, hein. C'est pas un cercle polaire, on va dire, pour faire simple. Donc voilà, ça c'est la luminosité captée par la lentille des astronomes, en fait. Ce qui fait quand même presque un quart de la planète. C'est quand même énorme, hein. Au moins c'est énorme quand même. Sur l'apogée de cette histoire-là. Et donc on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Ce qui est certain, c'est que tous les astronomes du coin se sont, enregistré ce qu'ils ont vu, perçu. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que Mars s'est refroidi d'un coup, encore plus, parce que c'est déjà une planète très froide. Et puis, il y a eu quelque chose, probablement, à cette époque-là. Ce qui est intéressant, c'est que l'article parle de projection lumineuse au départ. Et si on repart un peu plus dans le futur, donc en 2014, là on est plutôt dans le passé pour nous, mais en 2014, en avril 2014, et il y a eu plusieurs cas comme ça. Vous savez, il y avait Curiosity, il y a Pathfinder, il y a pas mal de petits remous, enfin il y en a pas mal, il y en a 3 je crois. Qui sont là-bas sur Mars. Il y a Curiosity qui a pris une photo en mars 2014 et cette photo est assez intrigante parce qu'effectivement on voit une sorte de lumière. Je ne sais pas si on peut la voir cette photo parce qu'elle est particulièrement intrigante. On voit on voit une sorte de lumière comme ça. Mais ça peut pas être un geyser d'un cratère, un machin, un truc volcanique. Pas de geyser. C'est extrêmement difficile. Jamais, tu sais. En tout cas, on a l'impression là pour le coup que c'est vraiment une lumière qui jaillit du sol. Ouais, mais et évidemment, ça va être volcanique. Voilà. Alors sauf que les photos sont disponibles sur le site de la NASA, que n'importe qui peut les regarder, et qu'évidemment tous les fans de mystère, de choses comme ça, de mystère, se sont rués sur cette photo qui est absolument réelle. Hein, vraiment ce qui s'est passé. Et la NASA a donné une explication extrêmement claire. C'est Justin Mackey qui a dit ça. Alors lui, c'est lui qui a quasiment construit, c'est l'ingénieur qui a construit la caméra, une des caméras de Curiosity. Et il dit c'est le reflet de la lumière du Soleil sur des roches ou des rayons cosmiques frappant le détecteur de la caméra. Ils ont bon dos, ces reflets. C'est assez étonnant parce qu'effectivement, et c'est pas la seule fois, on en a vu d'autres. Alors si on revoit la photo, imaginez que c'est un reflet d'un caillou sur Mars. Ça me paraît bizarre. Honnêtement, là, pour le coup, sans vouloir jouer les complotistes, ça me paraît bizarre. Et oui, ça me paraît bizarre aussi, surtout qu'il y a plein de cailloux sur Mars. Bah oui, c'est ça. Pourquoi celui-ci, il y a juste un reflet. Ouais, ça me paraît étrange. C'est curieux. Et puis les histoires de rayons cosmiques qui frappent la caméra. Mais tu vois, moi, j'avais pensé au truc volcanique, quoi. J'ai l'impression que c'est un jet de lumière. Ouais, un jet de lumière, tu vois, ou je sais pas. Ça pourrait être ce qu'on appelle un flare, tu vois, un petit.
petit truc qui agit sur la lentille de la caméra. Alors, mais ça correspond juste en plus à l'endroit où il y a le sol, quoi. Donc, ça c'est un peu dans le ciel ou ailleurs, on pourrait penser à ça. Alors, effectivement, c'est une espèce d'obélisque monstrueux, parce que c'est quand même vaste, hein, le point lumineux, il est quand même assez loin. Il est très loin, là. Ça doit être énorme. Il faut que ça soit relativement plat, il faut que le soleil soit au bon endroit, et puis surtout, il faut effectivement que ça réverbe le soleil. L'ouverture du Macumba. Mais on aurait dû en avoir... Avec le laser, tu sais. On aurait dû avoir un petit paquet quand même de photos dans ce non, ce qui est étonnant là, c'est un point précis juste là. Mais les rayons cosmiques, c'est pareil. Si vous avez qu'une seule photo, alors il y en a 2, 3 comme ça qui sont à peu près similaires, vous vous dites que les rayons cosmiques, il doit y en avoir aussi un paquet sur Mars. Pourquoi ça n'engendre pas d'autres problèmes sur la caméra? Bon, voilà, on se pose des questions, évidemment. Les images sont très souvent trompeuses et souvent, effectivement, l'explication la plus simple est la meilleure. Mais j'avoue que, bon, quand même, ça fait beaucoup. Donc voilà, Mars toujours mystérieuse. C'est sûr que Mars est mystérieuse. Donc dans ces archives numéro 6 du paranormal, il sera question dans quelques instants, puisque quand on parle de Mars, donc de martiens, on parle inévitablement d'extraterrestres, et on va y revenir dans quelques instants avec un ovni. Alors, attention, je ne dis pas que tous les ovnis sont pilotés par des extraterrestres. Mais là, cette fois-ci, on va aller à Sainte-Eulalie, en Royan, avec Jocelyn Keller dans une poignée de secondes. Avant cela, j'aimerais vous signaler que sur BTLV, il y a .fr. Il y a beaucoup d'émissions, j'en ai parlé il y a quelques instants. Et Jean-Patrick Portal, que vous connaissez bien les garçons, est venu et revient régulièrement sur BTLV pour faire des émissions sur les mystères de l'histoire. Et cette fois-ci, on va découvrir le mystère des Esséniens. Extrait. Il y a eu une découverte extrêmement importante en 1848, qui va s'étendre jusqu'à 1856, c'est les manuscrits de Qumran, alors ou ce qu'on appelle aussi les manuscrits de la mer morte. Celui qui va vraiment mettre l'accent entre les manuscrits, enfin les documents de Qumran et les Esséniens, c'est un prêtre, hein, c'est le père Roland de Vaux. Et c'est son patron qui l'envoie. Son patron, c'est l'Église, c'est Vatican. D'accord. Je pense que l'Église s'est dit, oulala, il faut faire attention, parce que si jamais on nous ressort des choses qui ne sont pas conformes au dogme, on va être embêté. Puisqu'il y a eu quand même 970 documents de découverts. Voilà pour cette émission Le mystère des Esséniens avec Jean-Patrick Portal à retrouver sur btlv.fr. Alors je vous assure, il y a beaucoup d'émissions avec Jean-Patrick, que ce soit sur le Graal, Marie-Madeleine, etc., sur les sociétés secrètes, sur Rennes-le-Château, sur les Templiers. Donc voilà, c'est un spécialiste. Et dans les mois qui viennent, au printemps, il aura l'occasion de vous proposer un ouvrage dans la collection BTLV Mystère Inexpliqué, des Templiers au prieuré de Sion. Les archives du paranormal. Oserez-vous les ouvrir avec nous sur BTLV ? Et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à ne jamais louper ce rendez-vous. La dernière émission a déjà plus de 60 000 vues, donc le numéro 5, et j'imagine que celle-ci va aussi trouver son public. Partagez cette émission, dites que BTLV existe, hein, vous le savez, c'est important, parce que c'est l'occasion pour nous de nous faire connaître grâce à vous. On n'a pas les moyens de TF1 ni de France 2, et encore moins de France 2, et on n'a pas la redevance. Donc c'est l'occasion pour vous, par le bouche à oreille, de faire connaître ce média, parce que ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois que vous le connaissez, vous êtes conquis et ça nous fait plaisir. Et quand on voit l'accueil qu'on a eu, encore une fois, les garçons, aux rencontres du mystère et de expliquer il y a quelques semaines, c'était un vrai plaisir, un vrai bonheur de voir que l'on répond à vos attentes. Et ça nous fait vraiment bien plaisir. Je le disais, avec Jocelyn F. Keller, on va évoquer un ovni. Oui, exactement. Alors là, c'est pas du tout un cas connu comme celui de Cusack. Au contraire, ça fait partie de ces milliers de petits cas ufologiques qui sont arrivés en France, qu'on ne connaît que parce que soit il y a une coupure de presse, soit parce que tu as une association ufologique locale qui a eu la bonne idée d'aller rencontrer le témoin et de tout noter. Et là, ça se passe dans le Vercors. Alors, moi, je passe pratiquement tous les étés, je passe toujours un moment dans le Vercors parce qu'il y a un chalet familial. Et je cherche toujours autour de chez moi, là, dans les 50 km autour, s'il y a quelque chose d'intéressant. Et j'étais tombé sur une vieille coupure de 76 du Dauphiné libéré qui racontait l'aventure qui est arrivé à un ouvrier de 29 ans
dans la partie ouest du Vercors, donc on va dire dans la zone de Sainte-Eulalie en Royan pour ceux qui connaissent. Et je voudrais d'ailleurs remercier au passage une personne qui s'appelle Luc Vincent, avec qui j'étais... le cousin de David. Voilà, peut-être, il faudra lui demander. J'ai échangé avec lui par mail parce qu'il a mis en ligne justement le compte-rendu ufologique de l'association de l'époque. Génial. Donc moi j'avais les coupures de presse qui racontaient déjà une histoire, mais grâce au travail qui a été fait en parallèle, et c'est pour ça qu'il faut le rendre hommage à tous ces gens-là qui archivent et qui nous permettent après des décennies plus tard de pouvoir parler des affaires, grâce à son compte-rendu, moi il y a d'autres informations qui sont hyper intéressantes. Alors l'histoire, c'est celle qui est arrivé à un ouvrier de 29 ans qui s'appelle Jean Robert, et ça s'est passé exactement le dimanche 21 mars 1976. Alors Jean Robert, j'ai pas de photo de lui, je pense qu'il aurait sans doute pas envie qu'on le montre en photo. Oui, tu voulais dire quelque chose peut-être Non, pas du tout, non, j'aurais bien Si, je te sentais un peu... Jean-Robert. Non, voilà, on n'a pas Jean-Robert. Une fois, deux fois, pas Jean-Robert. Non, j'ai pas Jean-Robert. On va l'imaginer, c'est un grand gaillard, il a été décrit comme une force de la nature, un homme charpenté, assez simple, ouvrier, mais qui vit dans le monde paysan. Il travaille dans une usine, il fait des soudures à l'arc, et il est deuxième ligne dans une équipe de rugby local. Ouais, donc c'est un sacré bestiau. Voilà, exactement. Et donc ce 21 mars... Et il rentre en voiture, il y a eu une soirée, une réunion familiale à Saint-Martin-en-Vercors, donc c'est sur le plateau du Vercors. Et pour rentrer chez lui, un peu plus dans la plaine, il doit emprunter la fameuse route tortueuse qui s'appelle les Grands Goulets. Et puis cette route débouche ensuite dans une vallée qui descend vers la Drôme et Sainte-Eulalie en Royan. La nuit est claire, pas de vent. Et on sait qu'il est 21h10 environ lorsque, à bord de sa Ford Escort, il aborde le tout dernier virage en lacet sur la route nationale 518. Voilà, on voit, j'ai mis un petit point sur l'image. Il est à cet endroit précis. Et après, il va tourner, il va faire le dernier virage et après il descend vers la plaine. Et tout à coup, son attention est attirée d'abord par une violente lumière blanche, mais très violente. Et sur le coup, il se dit « Ah, ça doit être une voiture étrangère ». Je rappelle, à l'époque, en 1976, on a tous connu ça quand on était gamin. Nous, en France, on avait tous des voitures avec des phares jaunes. Exactement. Et dès qu'on voyait la nuit une voiture avec des phares blancs, on savait qu'ils n'étaient pas français. Quand elle est en Espagne, ils étaient tous blancs, les phares, c'était exactement particulier. Donc voilà, première réaction, une voiture étrangère est dans le coin. Sauf qu'il arrive au détour de la route, et là, il découvre sur le talus, à environ 10 mètres sur sa gauche, une sorte de cigare lumineux, extrêmement éblouissant, mais vraiment très très éblouissant. Donc il freine aussitôt, il s'arrête, il coupe le contact, mais il laisse les phares allumés. Important parce que ça lui permet de voir. Et là, ce qu'il aperçoit, c'est quand même très très déconcertant. Devant lui, il y a donc un objet totalement inconnu, de forme allongée et ovale, qui est dressé à la verticale. C'est comme un gros ballon de rugby. C'est ça. Voilà. Oui, la reconstitution par IA. Donc voilà, c'est l'idée. Mais un gros ballon de rugby extrêmement lumineux qui ferait, alors peut-être plus petit que ce qu'on voit à l'image, mais qui ferait 1,20 m de haut. Ça doit faire à peu près ça. Jean-Robert n'a pas été capable de savoir s'il reposait vraiment sur le sol ou s'il était un peu au-dessus, exactement. Et sur la surface de l'objet, il y a deux sortes de hublots rouges foncés, l'un au-dessus de l'autre. Alors là, ils sont l'un à côté de l'autre, mais il faut les imaginer plutôt l'un au-dessus de l'autre. Mais c'est une mauvaise reconstitution. Et tout ça. Non, mais on peut pas faire confiance. On peut pas faire confiance à Josh Love. Je tous les jours. Non, mais il faut que je rencontre François Demier sur l'IA pour m'améliorer. Voilà. L'IA a refusé de me faire un truc. Bon, enfin voilà. Parfois, c'est bizarre, l'IA. Non, mais voilà, on a l'idée générale. Et des contours de l'objet s'échappent donc des lumières très très vives, mais tellement éblouissantes que Jean-Robert est obligé de se masquer les yeux. Alors, il n'a jamais rien vu de tel. Le silence est total. Et en fait, il ignore un peu pourquoi, mais il commence à avoir très peur. Et alors, j'ai son témoignage. Il disait « Cette chose m'aveuglait. J'ai mis mes mains devant mes yeux durant je ne sais plus très bien combien de temps. Lorsque j'ai voulu regarder à nouveau, la chose avait disparu. Je ne l'ai pas vu partir. Je ne peux pas dire ce que c'était. J'avais jamais vu quelque chose d'aussi brillant. J'avais jamais eu aussi peur comme ça. » Ah oui, donc il a eu très très peur. Le deuxième ligne, là, rugbyman, le mec a peur. Crise d'angoisse incontrôlable. Il redémarre sa voiture, il s'éloigne au plus vite. Alors d'après lui, la scène a duré en tout pour tout 5 minutes. Ce que je trouve déjà très long. C'est déjà très long parce que quand tu as peur, 5 minutes, c'est énorme. Ah bah, oui. Voilà. Et il a expliqué plus tard, Jean-Robert, que c'était le fait d'être seul avec cette chose inconnue qui l'avait terrifié. Il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'il a laissé les phares de sa voiture allumés alors qu'il est à côté d'un objet extrêmement lumineux, si j'ai bien compris. Mais il n'y a pas besoin de laisser les phares du coup. Non, mais bon. Ouais, mais ça te rassure. En fait, t'es pas dans le noir. Tu te mets pas toi dans le noir. Non, mais pas dans le noir. Non, mais les ufologues. Oui, mais lui, il se dit, ma voiture, je peux partir. Peut-être que la voiture, il a laissé tourner. Il l'a pas fait sciemment. C'est-à-dire qu'en fait, mais il a peut-être laissé tourner la voiture. Les ufologues lui ont demandé exactement. Est-ce que vous avez laissé les lumières allumées
allumée ou pas. Il a dit oui, j'ai laissé les lumières allumées et j'ai coupé le contact. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Mais il a dû le faire machinalement ou en tout cas en étant tellement pétrifié par ce qu'il voyait que... Oui, puis n'oublie pas qu'à l'époque, tu coupais le contact, la voiture, les phares s'éteignaient pas. Donc il a peut-être coupé le contact et les phares. Oui, mais c'est... Voilà, on sait pas bien. Oui, c'est ça. Arrête, j'en ai eu une. Ford Escort 76. Ah, c'était une Ford Escort. C'était déjà du luxe, quand même. Voilà. Alors, il reprend la route à toute vitesse. 2,5 km plus loin, il déboule dans la première habitation qu'il rencontre, à savoir que c'est une auberge, l'auberge du Pont des Chevilles. Et lorsqu'il surgit, il est livide. Il s'écrie « J'ai vu un monstre, j'ai vu un monstre ». Il y a vraiment quelque chose qui l'a fait. Le restaurateur croit que c'est une mauvaise blague. Il pense que c'est quelqu'un qui vient mettre un peu la pagaille dans son établissement. Il veut d'abord expulser Jean-Robert. Mais il se rend compte vraiment que... Le mec est agité. Et il est agité, mais qu'il a l'air vraiment effrayé et sérieux. Et il y a quand même le restaurateur, son épouse, il y avait une quarantaine, cinquantaine de clients présents qui ont dit que Jean-Robert était dans un état de profonde panique lorsqu'il est arrivé. De monstre. Et il dit j'ai vu un monstre, j'ai vu un monstre. Ouais. C'est bizarre de dire ça. Ouais, exactement. Mais tu sais pas comment qualifier ce que tu vois, donc tu dis peut-être. En 76, il y avait quand même une grosse mode des ovnis. On en parlait beaucoup, Jean-Claude. Oui, mais c'était les soucoupes volantes. Là, ça ressemble pas à une soucoupe volante. Il y a deux hublots qui peuvent faire paraître à des yeux, des trucs comme ça. Ça peut être 20, donc. Bah oui, tu vois. C'est un robot. Il a peut-être vu. Voilà, et on ne peut pas savoir ce qu'il a. Il a eu très très peur. Un peu plus tard dans la soirée, avec le maire des Chevilles, le restaurateur, il retourne sur les lieux. Il n'y a aucune trace de l'objet, il n'y a pas vraiment quelque chose. Il y a juste un peu d'herbe foulée. Par contre, Jean-Robert refuse de sortir de la voiture. Il refuse d'aller voir. Et le maire des Chevilles, lui, au même moment, le maire des Chevilles, qui était un agriculteur, il donnait à manger à ses poules, vaches et moutons. À 21h10, il n'a rien constaté. Il était vraiment pas très très loin de là. Quoi. Voilà, pas de réaction étrange de la part des animaux, quoi que ce soit. Alors là, je reviens et je te coupe, désolé, mais ça revient à penser à ce que disait Philippe Guimond lors de sa conférence aux rencontres de Mystère Expliqué, qu'il y a certains témoins. Ils sont seuls, c'est-à-dire qu'ils peuvent être plusieurs, il n'y a que lui seul qui voit l'observation et tout est occulté autour. Là c'est vraiment une petite... Moi je la connais cette route, c'est vraiment une route où il n'y a pas beaucoup de passages, surtout à mon avis un soir de dimanche 76, et donc il devait être vraiment tout seul sur la route. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il va se présenter tout de suite après s'être rendu sur les lieux, il va se présenter à la gendarmerie de Saint-Jean-en-Royan qui est un peu plus bas, et il va faire une déposition donc, sur ce qu'il a vécu. Et les gendarmes vont confirmer l'état de choc dans lequel il se trouve. Ça, c'est intéressant. Alors après, il rentre chez lui à 23h, il n'arrive pas à dormir, il a mal aux yeux comme s'il avait reçu du sable dans les yeux, tellement c'était éblouissant. Toute la nuit, il va ressentir une forte pression à la poitrine. Alors il dira c'est celle qu'on ressent quand on fait un sprint prolongé. Quand on est... je sais pas, je n'ai jamais fait de sprint. Oui, tu le vois, lui, sportif. Commence à faire du sport. Tu le vois, sportif. On est allé faire du vélo une fois ensemble. Au bout de 2 minutes, il avait envie de casser le vélo. Donc. Je l'ai cassé, mais 3 minutes. Notre témoin, Jean-Robert, il va souffrir de crampes dans les jambes et les bras, de fourmillements, etc. Le lendemain, tout a disparu. Et par la suite, il ne va parler de son aventure qu'à son frère et à ses collègues. Mais il y a quelqu'un qui va avertir une petite association ufologue. Et dès le 23 mars, ça c'est intéressant, 2 jours plus tard, donc ça fait un témoignage assez frais de l'événement, il y a 2 ufologues locaux qui vont obtenir un témoignage de Jean-Robert. Ils vont se rendre sur les lieux. Alors sur les lieux, les ufologues vont constater que l'herbe est tassée sur 2 mètres de diamètre et qu'il y a quelques brindilles brûlées. Mais ils se disent que ça peut être aussi des mauvaises herbes qui ont été brûlées par les cantonniers. Ça peut arriver. Voilà. Ça, c'est une photo que j'ai prise moi-même. Je suis allé sur les lieux. C'était l'été dernier. Un peu plus loin, les traces d'un feu de camp ancien. Bon, rien de vraiment extraordinaire. Ils vont faire quand même un test. Mais un peu plus tard, un mois après, ils retournent sur les lieux avec le témoin. Là, Jean-Robert accepte de venir. Et ils approchent une boussole de sa Ford Escort. Et il constate un affolement de la boussole sur l'arrière-gauche du véhicule. Le côté magnétique. Alors, est-ce que c'est lié à ça ou à autre chose qu'il a fait dans son usine ou quoi que ce soit? On ne peut pas le dire. Mais ils ont constaté des anomalies magnétiques, exactement, sur la voiture. Voilà. Alors, mon analyse de ce cas... D'abord, je pense que le témoin était sincère, il a eu l'air vraiment bouleversé. Il n'y a rien dans les informations qui dit qu'il avait... parce que, je vous rappelle, il venait d'une réunion familiale, qu'il avait bu ou qu'il se droguait, etc. Et je pense que, d'ailleurs, s'il était en état d'ivresse, il ne serait pas allé de lui-même, je pense, témoigner chez les gendarmes. Ouais, bah ouais, t'es bourré, tu vas pas dire, les gars, il y a un truc. En 76, ils étaient aussi bourrés que le mec, les gendarmes. Bon, alors toi, si tu te fais arrêter par les gendarmes, c'est que t'es mort, tu vas en prison. 76, tu es responsable aujourd'hui, évidemment. Tu es responsable de tes propos dans cette émission. Toi, tu vas avoir des problèmes. Ouais, moi, je suis allé sur place. Bon, on est 50 ans après, donc j'espère pas trouver grand-chose. Mais juste pour me sentir le truc, tu vois, pour voir un peu comment ça s'est passé. Effectivement, quand tu arrives par le haut, tu vois
l'endroit de l'apparition exactement au dernier moment, voilà, tu le vois pas de loin. Je me suis demandé avec quoi il avait pu confondre l'objet. Si l'objet était au niveau du sol, déjà ça peut pas être un astre, la lune ou quoi que ce soit, parce que vous avez vu les photos, il y a des montagnes tout autour. Ouais. Pour voir le ciel, il faut vraiment lever la tête assez haut. Donc déjà ça peut pas être ça, c'est pas lié au ciel, hein, vous voyez, c'est très haut. Ça peut pas être non plus un véhicule arrêté sur le bord de la route, ça c'est sûr, hein, il l'aurait reconnu. Alors j'ai songé à une sorte de grosse borne lumineuse de chantier, tu vois, qui aurait été laissée là. Bon, après, ou un engin de terrassement sur lequel on aurait laissé des projecteurs, mais bon, Jean-Robert, c'est un ouvrier, il travaille en usine, enfin, il sait ce que c'est, tout ça. Ça, c'est quoi? C'est lui qui a décidé? Non, c'est une reconstitution par la fameuse association, la MMT, d'époque. Hein, ça fait un peu fusée, quand même. Ça fait un peu fusée, donc voilà, là, c'est vraiment la représentation la plus exacte. Et puis, bon, il n'a jamais été question d'un chantier à cet endroit. Ouais. Alors moi, quand je suis allé sur place, j'ai remarqué qu'il y avait quand même derrière une ligne électrique, et il y a un transformateur. Et il y a un transformateur juste derrière sur le talus, qui devait, à mon avis, déjà être là en 76, parce que il a l'air très ancien. Et il aurait pu confondre avec s'il y avait... Non, mais je vois pas, est-ce qu'il peut avoir une lueur ou quelque chose qui peut... un arc électrique ou quelque chose comme ça qui serait sorti du transformateur à ce moment-là? Le problème, c'est que ça a duré 5 minutes. Quoi. Ouais, ça a duré longtemps. Tu vois, et puis, au détour d'un truc que tu vois, qu'apparaisse, mais que ça dure 5 minutes. Quand même, et j'ai quand même remarqué qu'effectivement, l'endroit où ça s'est passé, l'herbe est toujours écrasée, à cet endroit un peu bizarre. Et puis, on a l'impression que quelqu'un a fait un feu aussi à côté. D'accord. Bizarre. Comme à l'époque. Comme à l'époque. C'est un peu curieux. Voilà, j'ai pas d'explication, hein. C'est un vrai dossier inexpliqué, un tout petit, mais qui est très intéressant parce que on peut pas l'expliquer. Bah ouais, c'est pour ça qu'on appelle ça les dossiers inexpliqués. Exactement. Donc c'est bien fait, hein, la vie, vraiment. Et je termine en disant que je parlerai bientôt en 2025 sur BTLV d'un cas d'abduction extraordinaire qui s'est passé dans la vallée, à Bourg-de-Péage, pas loin de Bourg-de-Péage, à côté de Valence, là, et qui s'est passé la même année. Ah ouais. Voilà, donc ça vous promet un début d'année 2025 magnifique. Alors, je peux vous dire qu'on le prépare, ce début d'année, il va s'en passer des choses, donc vous ne serez pas déçus. On arrive au terme de ces archives du mystère et de l'inexpliqué, 6e édition. Merci les garçons d'avoir été avec nous. Merci. Je voudrais vous signaler que vous allez avoir la semaine prochaine, regardez, une masterclass le même jour qu'une émission que nous allons réaliser, parce que ce sera juste après le direct que l'on fait et que l'on vous propose avec Jocelyn. On va se faire un spécial Amityville parce que nous allons fêter les 50 ans voilà, de ce... Alors ça, c'est la vraie maison. Hein. Oui, voilà, ça, c'est la vraie maison. Parce que celle du film n'est pas comme ça. Les deux fenêtres, rappelez-vous, elles sont un peu tombantes. Ça, c'est la vraie maison qui est habitée aujourd'hui. Hein, voilà, et dans laquelle tout se passe bien. Mais, semble-t-il. Voilà, semble-t-il. En tout cas, je voudrais rappeler que mes invités, mes collaborateurs, mes amis sont dans l'actualité. Regardez, depuis le 11 novembre dernier, c'est en poche, Mystérieuses Archives, avec David Gallet, enquête au cœur de l'inexpliqué. Et puis, il y a aussi notre ami Jocelyn, voilà, Bateau Fantôme, on en a fait une émission il n'y a pas longtemps, une spéciale que vous pouvez retrouver aussi sur YouTube. Merci infiniment, merci à Valentin d'avoir préparé cette émission, merci à vous de l'avoir suivi. Parlez de BTLV, c'est très important pour nous, salut.